il y a des limites à ne pas franchir. Nick Payne, bonjour. Salut! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait jouer ta petite musique, là. Ah, j'ai eu mon petit jingle, là. Moi, c'est pas Montréal Pu, c'est... C'est quoi déjà? C'est quoi? Oh, je fais comme un genre de... Oh, je pars en mobilette. On voulait t'en parler de ça, là, de ce petit bruit-là. Là. Hey, là, on est-tu au bureau des plaintes des jingles non désirés? Ben, hey, Montréal aime notre jingle. Rencontre importante aujourd'hui, Nick. Oui, entre Christine Fréchette et toi, Pauline Marois. Oui, mais avant, toi, t'es génération des millennials, c'est ça? Je pensais que t'allais me dire, toi, t'es itinérant. Moi, je suis... Non, t'es gentil, millénial, c'est vraiment... Dans l'esprit, en tout cas. Non, je suis une autre lettre dans l'alphabet. Moi, je suis juste après les boomers. C'est compliqué de parler d'une génération comme d'un bloc monolithique qui a décidé quelque chose puis qui a fait les affaires comme ça, parce que les réformes arrivées sous les boomers, pour le meilleur et pour le pire, ont commencé avant aussi. Hein. Tout à fait. C'est la bande de Parizeau, peu importe, le Sage, enfin Johnson même, ou Paul Sauvé, enfin d'autres. Là, je nomme comme ça des figures emblématiques, mais enfin... Mais on l'a reconnu sur le tard, d'ailleurs. Hier, je l'avais oublié et je l'ai relu, mais le premier ministre des Finances francophones dans l'histoire du Québec. Tu sais, quand on dit la Révolution tranquille, ça a été de donner le pouvoir. C'est Maurice Duplessis qui l'a nommé. C'est Onésime Gagnon. Donc, c'est pas juste les baby boomers et la génération, disons, de la Révolution tranquille qui a ouvert le Québec sur le monde et sur l'importance. Non, ça avait commencé avant. Faut aussi noter, c'est ce que Gilles Proulx est venu nous dire ce matin aussi. Là. Oui, c'est très agréable d'entendre M. Proulx. Bon, rencontre Fréchette-Marois sur l'itinérance, ça va se tenir aujourd'hui. On rappelle que Pauline Marois veut organiser un sommet sur l'itinérance. Un sommet, oui. Après cette lettre. Au début, Mme Fréchette n'était pas trop sûre et là, elle a accepté de la rencontrer. Je pense que c'est la moindre des choses. Ben, le Québec a déjà une politique là, de l'itinérance. Ça fait suite à la lettre qu'avait signée Pauline Marois et d'autres dans Le Devoir, je pense, qui s'appelait « La rue n'est pas une maison ». C'est bien. Tout le monde est évidemment pour la tarte aux pommes, ou presque. Sinon, la croustade ou peut-être le pudding, si certains aiment mieux une texture qu'une autre. On a compris, là. Oui. Bon appétit. Et, mais moi, tout de même, la question que je me pose à travers tout ça, c'est est-ce qu'on ne risque pas de produire toujours plus de la même chose? Est-ce qu'on va réussir à sortir de l'approche qui triomphe au Québec, au Canada aussi, puis dans plusieurs endroits en Occident d'ailleurs, là, face à l'itinérance, qui est l'approche depuis plusieurs années compassionnelle, disons, où on parle d'accompagnement, de service, de l'idée de répondre aux besoins des populations, de lutter contre la stigmatisation. Je lisais ça, là. C'est dans les objectifs du sommet que proposent Mme Marois et les autres. Des fois, je me dis... Peut-être qu'il s'en prendrait un peu de stigmatisation. Je fais une demi-boutade en disant ça. Peut-être que c'est devenu trop facile d'aller dans la rue. Je comprends qu'il y a un paquet de facteurs qui ont mené à la situation actuelle, qui est une situation dans laquelle l'itinérance explose. Là. Il y en a toujours plus et de plus en plus. Mais est-ce que le fait de toujours traiter ça comme une cohorte, une partie de la population dont il faut répondre aux besoins spécifiques en aidant puis en ajoutant des ressources et tout ça, est-ce qu'on ne se trouve pas aussi à encourager le phénomène? Est-ce qu'il ne serait pas temps de réhabiliter des mots terribles comme répression ou coercition? Il existe des exemples, le Texas notamment, récemment, qui a beaucoup fait baisser l'itinérance, où on a fait intervenir davantage, disons, de coercition. C'est-à-dire que là, on a interdit ça, là, les camps, les campements. On a rendu plus difficile l'idée de traîner ou de vivre dans la rue. Peut-être qu'il faut revenir à ça, puis je ne suis pas certain qu'on s'aligne là-dessus. Là, mais c'est-tu vraiment le bon terme? C'est-à-dire, quand tu parles de répression, c'est pas... c'est un terme cru qui fait peur, mais c'est ce que j'entends par là. Essayer de sortir du monde de la rue, là, sans, pas seulement avec de la barbe à papa, puis des bananes, puis des incitatifs, peut-être juste appeler la police. La compassion, c'est peut-être pas de laisser des gens dans des camps aussi. Exactement. Mais tu vois, le maire Marchand, ça n'a pas beaucoup joué ça à Montréal dans ces derniers jours, mais il s'est fait accuser. Alors, le bon maire Marchand de Québec, qui est quand même un maire orange, qui est très progressiste, qui est du côté du bien, très, par exemple, pour la diversité, l'immigration, tout ça, et des mesures toujours très à gauche. Il s'est fait réprimander par tout ce qui se trouve à Québec d'organismes qui viennent en aide aux itinérants, parce qu'il a dit essentiellement que c'est pas parce que tu as eu des difficultés dans la vie et que tu es dans la rue que tu peux importuner et mettre les autres en danger. C'est à peu près ce qu'il a dit, je paraphrase. Pour lui, ça coulait de source de dire ça.
Mais vois-tu, il s'est fait ramasser très fort. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas mûr encore, peut-être, pour un vrai changement d'approche. Puis je ne suis pas certain que le sommet va permettre un changement d'approche autant qu'une autre grand-messe qui va mettre à l'honneur les mêmes principes, au fond. C'est difficile, par contre, politiquement, après avoir rencontré l'ancienne première ministre Pauline Marois, je parle du point de vue de Christine Fréchette, d'arriver puis de dire, ouais, on s'est parlé puis on n'ira pas de l'avant. C'est difficile politiquement. Ah ben non, c'est tout réglé comme du papier à musique. Ça veut dire qu'on va annoncer le sommet. J'imagine. Je peux pas croire que Christine Fréchette fait ça, comme tu dis, pour après. C'est parce que c'est des millions et des millions et des millions. Ça demande toute une coordination. C'est pas un détail, là, partir cette affaire-là. Là. Non. Puis ce qu'on veut mettre en branle à partir de là, c'est-à-dire justement plus de coordination, ça va coûter cher, ça aussi. On se lance dans une autre dépense. Là. Et moi, je ne suis pas du tout certain du résultat, sans être un expert de la question d'itinérance, évidemment. Là. Mais je ne fais que constater avec une forme de gros bon sens que plus on en fait dans ce domaine-là, plus on obtient le contraire de ce qu'on veut. Ou alors, est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment que les gens sortent de la rue? Des fois, je me pose la question. Mm-hmm. Ben, tu sais, en fait, ce qui pourrait être intéressant, là, c'est comme le gros parapluie, on parle d'itinérance, mais il y a des enjeux sous-jacents. Tu sais, là-dedans, dans l'itinérance, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait avec des cas où les gens ont des enjeux de santé mentale? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui n'ont pas des enjeux de santé mentale, mais qui risquent de développer des enjeux de santé mentale? Parce que quand tu vis dans des campements comme ça, à un moment donné, oui, ça affecte ta santé mentale. Et si ces personnes-là, c'est lié au exemple à la crise du logement, aux logements qui sont extrêmement chers. Est-ce qu'on parle de construction de roulottes, de quartiers pour d'espèces de transition entre le fait qu'on va te trouver un logement, on va t'aider à te trouver un logement et le fait que tu es à la rue? Tu sais, moi, c'est ça que si on annonce cette idée de sommet, ça serait d'avoir ces éléments-là. Je ne sais pas, toi, tu penses que ça pourrait prendre quelle forme, un sommet comme ça? En fait, tu poses un peu la question des facteurs qui aggravent la crise d'itinérance, au fond. Puis, il y en a, on les connaît tout de même. Là. Il faut le dire, une immigration très forte, la crise du logement qui s'ensuit, la difficulté de se loger, la consommation, les dépendances, la drogue. Ça s'est beaucoup amplifié durant la pandémie. Les ruptures, les problèmes familiaux, beaucoup aujourd'hui amènent les gens dans la rue. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est ce qu'on propose à travers ce sommet, l'idée du sommet là, et de ce qu'on veut mettre dedans, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait déjà. Or, les endroits qui ont réussi récemment ont amené un élément disons, de rigueur, si tu ne veux pas employer répression, coercition. Alors, ils ont fait, d'une part, je pense à la Finlande, le Texas, c'est la même chose apparemment, beaucoup de logements abordables, mais en même temps aussi des règles beaucoup plus strictes quant à comment on appelle ça, le flanage, les campements. Oui, c'est ça. Tu sais, pense à ce qui arrive dans le quartier gay à Montréal, les gens qui se font voler leur steak dans leur assiette, ou tous ces gens qui jonchent le sol. C'est insensé. Ça participe un peu, d'ailleurs, de ce qui détériore Montréal, là, globalement. D'ailleurs, hier, on a parlé longuement de la circulation à Montréal, mais toi, tu viens nous voir à chaque jour en studio. Tu n'habites pas à Montréal, je veux le préciser. Fait que, justement, tu traverses ce carnage-là tous les jours. J'arrive, je pénètre dans l'antre du cône orange. Rapidement, là. Je trouve qu'il y a un élément qu'on a moins nommé à travers toutes les causes, parce que vous aviez un expert hier qui était très instructif sur les raisons pour lesquelles on en est rendu là aujourd'hui, plein de raisons structurelles, tout ça, c'est très bien, mais on oublie un élément quand même qui est incarné par et qui est symbolisé par cette fameuse phrase de Luc Ferrandez, ancien maire du Plateau, qui avait dit « il faut nuire aux automobilistes ». Ferrandez ne faisait pas une blague quand il avait dit ça. Il référait à une idéologie qui est bien connue, qui nous gouverne aujourd'hui, qui est on appelle ça l'apaisement de la circulation, mais c'est très drôle parce qu'en fait, ça consiste essentiellement, effectivement, à rendre la vie désagréable aux automobilistes en rendant le fait de se promener en automobile le plus en faisant de ça une plaie. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture je trouve que tout... on va l'écouter. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Oui, on s'en rappelle. On se rappelle. Excusez, j'ai pas d'écouteur. Je voulais pas couper le bon monsieur Ferrandez. Alors, il suffit de circuler. Parce que ça, c'est l'autre question. Dans ce dossier-là, les gens qui ont le micro sont pas ceux qui souffrent. Les gens dont on empoisonne la vie, là, qui vont travailler dans des entrepôts, des usines, des travailleurs de la construction, des camionneurs,
C'est épouvantable ce qu'on leur fait vivre. Les mères, les pères de famille, les monoparentales, tout ce monde-là qui traîne dans le trafic. Montréal est une collection de fils infinis d'automobiles, de gens qui attendent, souvent pour rien, parce qu'on a décidé de mettre un sens unique ici, une impasse là, de fermer un bout de rue, de fermer une artère, d'ajouter des pistes cyclables, de faire ceci, de faire cela, toujours avec à l'esprit l'idée que en emmerdant les automobilistes, on va les amener à aller prendre un autre moyen de transport, et pour une grande partie d'entre eux, ça n'arrive pas. Alors, la philosophie d'emmerdement des automobilistes, là, je pense que c'est au cœur du problème aussi. Puis moi, je ne nie pas là, qu'il y a des problèmes avec l'expansion du parc automobile, la pollution, puis tout ça, mais clairement, on n'a pas ce qu'il faut pour remplacer ça à l'heure actuelle. Oui, puis je pense que tu fais bien de rappeler que c'est conscient, c'est-à-dire que c'est pas un hasard, c'est pas juste des mauvaises décisions qui ont été prises, mais il y a personne qui avait l'intention de rendre ça compliqué. Il faut nuire, ça avait été dit. Merci beaucoup, Nick Payne. Salut. À demain.